Salam alaikum, Azul, bonsoir. La diplomatie algérienne a voulu mettre les petits plats dans les grands et regagner, pense-t-elle, le terrain perdu depuis des lustres. Elle est visiblement dans la volonté affirmée, de façon très tonitruante, de redorer son blason, de revenir sur la scène internationale, tout particulièrement en Afrique, dans la région nord-africaine et au Sahel d'une façon générale, avec tout ce que cela implique de rééquilibrage politique et diplomatique qui touche aux grandes questions régionales en Libye, en Tunisie, au Mali, au Sahel d'une façon générale, entre l'Égypte et l'Éthiopie, et surtout dans une focalisation sur le Maroc à travers la question saharienne et qui est devenue, à force de manipulation, l'épouvantail par excellence, l'ennemi extérieur central qui sert ou qui va servir à rallier autour du régime algérien tous ceux qui le contestent et qui cherchent à le chasser du pouvoir. Mais on ne fait pas du neuf avec du réformé. On ne s'improvise pas cheval de course quand on n'est qu'une vieille rosse percluse de rhumatisme. On ne s'improvise pas leader régional juste parce qu'on dispose d'un arsenal militaire acquis à coût de centaines de milliards de dollars dans des conditions très opaques au demeurant, sans véritable vision géostratégique qui tienne compte de tous les éléments en présence et non pas seulement d'acquérir un potentiel de chantage sur le voisinage et sur son propre peuple en se servant au passage, bien sûr. Le régime a donc estimé l'heure venue de se remettre en selle à l'international, si tant est qu'il ait jamais eu un réel poids diplomatique autre que celui qui lui avait été servi pendant les années de guerre froide, où il avait laissé penser qu'il était une pièce maîtresse dans un échiquier où les pions des deux côtés faisaient office de canasson de service. C'est peut-être cette nostalgie d'un passé en toc, d'une époque dorée sur tranche et conservée au gogo, pour leur faire croire qu'Alger était la Mecque des révolutionnaires et qu'elle disposait d'une diplomatie que le monde entier lui enviait. La guerre froide est finie depuis des décennies. L'humanité tout entière est dans une toute autre guerre désormais, mondiale celle-ci, et affleurée mouchetée, où des acteurs occultes tirent les ficelles, où des puissances mondiales s'affrontent par victimes expiatoires interposées, où il n'y a pas de règles du jeu, où se sont engouffrées des logiques jusque-là inusitées, où se font et se défont les destins des peuples, comme on retourne une crêpe, où les discours de pure forme ne servent qu'à meubler les cénacles des larbins en frac, où les organismes pompeux ne sont que des faire-valoir pour défrayer un peuple de diplomates dont la seule vraie vocation est celle de pique-assiette pompeux. C'est un monde en voie de disparition et qui ne trompe plus personne, dont le faste somptueux est une insulte à l'humanité souffrante, où le bavardage sénile n'a d'autre auditoire que des chroniqueurs sans public. Il ne sert donc à rien. Pour les diplomates du genre de celles qui postillonnent des hauts des tribunes, qui vitupèrent et tapent du talon, il ne sert à rien de chercher à jouer le cache-sexe pour occulter les obscénités de leurs régimes respectifs, comme celle du régime algérien, quand la quasi-totalité de sa jeunesse ne rêve que de pouvoir s'exiler, quand la population est ballottée entre les pénuries d'eau et les inondations, quand les villes croulent sous les ordures, quand les hôpitaux ne sont plus que des mouroirs, quand la justice fonctionne à l'injonction, quand des mouvements politiques sont classés organisations terroristes,
quand des adolescents sont violés dans les casernes, quand des journalistes sont réduits au silence par la corruption ou la prison, quand une propagande insidieuse se déploie avec les moyens de l'État, tous les moyens de l'État, pour monter des régions entières contre d'autres, quand des sommes colossales sont investies dans l'acquisition d'un arsenal dont on ne sait même pas de quoi il est constitué, ni à quoi il va servir, ni s'il est correctement entretenu. On ne trompe personne juste parce qu'on use de formules bien tournées, où on répond zama zama et à tue-tête par une petite phrase qui se veut du même registre commercial, où la faillite mémorielle fait un pied de nez à la rente mémorielle. Peu cher. Les régimes prédateurs continuent de penser qu'il suffit d'habiller leur laideur de soie et de velours pour tromper l'ennemi que sont leurs peuples et leurs protecteurs en même temps, dont ils croient béatement qu'ils sont leurs partenaires. Ils croient pouvoir couvrir la puanteur du cloaque juste en y déversant quelques gouttes de parfum. Le monde a changé et les peuples sont désormais connectés. Il est peut-être temps que les nervis des régimes vampires se réveillent un peu et qu'ils se mettent en accord avec les réalités d'aujourd'hui et qu'ils comprennent enfin, qu'ils comprennent surtout que leurs peuples respectifs ne sont plus des tubes digestifs ambulants qu'il suffit de gaver pour les faire taire. فورما دي زادو قاع نطيرو فورما دي زادو قاع نطيرو فورما دي زادو قاع نطيرو بروجي ضرب في الزيرو كابيسا ما تعياش فورما دي زادو قاع نطيرو فورما دي زادو قاع نطيرو فورما دي زادو قاع نطيرو بروجي ضرب في الزيرو كابيسا ما تعياش لموني قالوا راجع الغرام عمرك ما حكيتي ملي نشفاولك في تصورك عمرك كنتي ما ضحكتي كبرتي في البلاد وما فهمناش واش قلتي حتى رحتي واش راكي مع الغربة مازال مجروحة ولا بريتي 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 كل ضربة بطيحة ونوضة حتى يفنى واش بقالي هما نحاولي وربي عطاني شكون بحالي بديا من الزيرو تعرفني ونعرفها ويا دلالي ما ضحكتليش الدنيا ضحكت لها على جال مورالي 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 فورما دي زادو قاع نطيرو طيرو فورما دي زادو قاع نطيرو خي فورما دي زادو قاع نطيرو بروجي ضرب في الزيرو كابيسا ما تعياش فورما دي زادو قاع نطيرو فورما دي زادو قاع نطيرو فورما دي زادو قاع نطيرو بروجي ضرب في الزيرو كابيسا ما تعياش دارولي شوكة في الصباط قالوا جامي توصلي كتفك صغر يا راجا غير خطك غير ابوندوني راك ناسي خيو باللي الجرينتا تمشي في دمي نخرج من بلاد نصدم البلاد والنافيغي زماني 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 ونسى الباسي ما نتفكر ما نقاسي ميمواري فاسي نخسرهم نربح راسي شفتو قاسي الغرب اللون كلاسي كونفيونسي كاسي شوما ايتي كياسي Berbère et fière, fille de mon père, pas peur de la galère, la faiblesse et moi c'est la guerre. Berbère et fière, fille de mon père, pas peur de la galère, la faiblesse et moi c'est la guerre. Algérie, l'offensive diplomatique qui fait pchit. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi Nordine Aoussat, écrivain, conférencier. Merci Nordine Aoussat d'être avec nous. Merci Sijam Al-Din pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Boukhalifa Ben Mamar, journaliste militant des droits de l'homme. Boukhalifa, merci d'être là.
Bonsoir Jamal. Bonsoir Majdine. Bonsoir Chaban. Merci pour l'invitation. Merci. Chaban Qassi est avec nous comme chaque journée. Chaban Qassi, merci d'être avec nous. C'est moi. Et en Skype, il me semble, si ce n'est au téléphone, Yahya Bounouar, journaliste et militant. Yahya, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir. Je salue au passage vos invités, Nordin Aoussat, Mamat et Chaban Qassi et les téléspectateurs. Merci. Ben Mamar. Je sais que vous connaissez très bien, bon, mais ça arrive. Oui, désolé, Ben Mamar. Alors, Yahya, je vous demanderai donc éventuellement d'interférer. On va essayer d'avoir un échange assez dynamique, pas de trop longues interventions, et un échange entre vous sans qu'il soit besoin que je vous donne la parole. Alors, donc, mes chers amis, si nous commencions par voir quelques vidéos, quelques extraits de vidéos, mais avant, nous allons demander à Chaban de nous faire la présentation habituelle. Chaban. Bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices. Je vais essayer de ne pas être long, mais ça va vous donner quelques éléments, notamment pour débattre et puis informer aussi les téléspectateurs et les téléspectatrices. On va revenir sur cette crise entre la France et l'Algérie. D'abord, il faut savoir que Emmanuel Macron, avant son élection, avait évoqué donc de qualifier notamment la guerre d'Algérie de crime contre l'humanité. En novembre 2020, il a loué le courage de son homologue Abdelmadjid Tebboune, qu'il allait tout faire donc pour l'aider dans cette période un peu particulière de Hirak. En juillet 2020, il y a la restitution de ces crânes de 24 résistants algériens décapités au 19e siècle. Et puis en mars 2020, après le rapport Stora notamment, il reconnaît que l'avocat algérien Ali Boumendjel, donc mort en 1957, a été torturé et tué par l'armée algérienne. À quelques jours de la commémoration 1er novembre, une grande manifestation donc s'annonce le 31 prochain, même si on connaît combien les relations entre la France et l'Algérie sont extrêmement complexes depuis plusieurs décennies. Et bien vous allez en parler ce soir, Jamaldine. Et bien depuis plus d'un mois, la crise franco-algérienne se poursuit. Les tensions continuent entre Paris et Alger très rapidement, puisque je voudrais vraiment entrer dans le vif du sujet avec cette analyse, cette étude, ces révélations, ce dossier que nous proposent nos confrères du Monde. La France a décidé de diviser par deux le nombre de visas. Macron a critiqué donc en disant une histoire officielle totalement réécrite par Alger, qui ne s'appuie pas sur des vérités, mais sur un discours qui repose sur une haine de la France. Alger, donc, a rappelé son ambassadeur, qui a dernièrement fait un retour par la petite porte, pour employer ce terme. Djameldine, Alger annonce la fermeture de son espace aérien, notamment aux avions militaires français en direction du Sahel. Macron demande l'apaisement et Abdelmadjid Tebboune exige que la France, donc, ait un respect total de l'État algérien. Le scénario Tom et Jerry continue, paru en fin de semaine dernière. Donc là, je vous demande un peu d'attention. Une enquête, des révélations par nos confrères du Monde. Il y a eu ces visas, mais pas que. La liste est longue. D'abord, l'un des points ayant redoublé les tensions est le dossier malien. Donc, le 3 octobre dernier, Alger interdit le survol, je vous le disais, de des avions militaires français. 15 jours plus tard, côté algérien, une tentation visible, celle de soutenir un scénario noir pour Paris, un renforcement du rôle de la Russie au Mali, sans compter, vous allez y revenir dans le détail, Djameldine, le rôle et l'impact de l'entreprise russe Wagner. Selon Le Monde, les sources algériennes ne parlent jamais d'un éventuel soutien. Bien évidemment, les éléments que je vous donne, c'est selon Le Monde, ce sont leurs mots et leurs révélations. L'ambassade de France à Alger a toujours été considérée comme l'un des postes les plus difficiles après celui de la représentation française à Pékin. Je cite Le Monde, l'ambassadeur a éreinté des générations de fonctionnaires français. Côté visa, un milieu de hauts dirigeants qui a l'habitude de demander des visas. Alger distribue très facilement des passeports diplomatiques, une manne de visas pour le régime. Les diplomates algériens en poste en France ont tendance à se maintenir sur le territoire une fois leur mission achevée. Une demande récente formulée par Alger d'accréditer 30 nouveaux diplomates, oui, Djameldine, dans les consulats algériens en France, sans qu'il soit possible de comprendre leur attribution, a ainsi donc fait bondir Paris. La raison d'Alger de resserrer les liens avec la diaspora en France.
c'est pas fini. Des rentrées scolaires où plusieurs demandes insistantes des cercles de dirigeants algériens pour inscrire leurs enfants au lycée international français Alexandre Dumas à Alger. Le ministère algérien des Affaires étrangères présente ainsi à l'ambassade de France une longue liste de diplomates et de hauts fonctionnaires désirant une inscription, toujours selon Le Monde. Incompréhension totale, alors que la nouvelle vague de Covid a frappé l'Algérie, eh bien, les autorités algériennes n'ont pas donné suite à une proposition française d'assistance et de fourniture d'extracteurs d'oxygène. On ne rappelle pas la situation en termes de santé en Algérie. Un autre dossier, bien évidemment, cela concerne notre chaîne, Al Magharibiya TV. Alger, vous le savez, fait feu de tout bois contre ses opposants à l'étranger. Les autorités algériennes sont allées jusqu'à demander et obtenir en octobre 2019 de la société française Eutelsat la suspension de la diffusion de la chaîne. La chaîne a gagné et bien évidemment, elle est de retour. Très rapidement, il me reste une petite minute 30, contrats commerciaux. Paris accumule les déceptions sur des contrats commerciaux comme le marché de la distribution des eaux ou l'exploitation du métro d'Alger. Ces contrats qui n'auraient pas été reconduits selon Le Monde. Concernant les exportations de blé, Alger évoque de plus en plus l'idée de diversifier ses approvisionnements et donc limiter les moyens en termes de blé venant de la France. On sait combien les Algériens sont très attachés aux questions mémorielles. On en parle peu. L'opinion est très attachée à ces dépouilles. Juillet 2020, la France a remis 24 crânes de résistants décapités donc au 19e siècle. Mais ce qui a aussi crispé Paris, eh bien, le 28 juin, une réception officielle était organisée au musée de l'Homme à Paris pour remettre les 2 crânes restants sur les 26 résistants, je vous le disais, décapités au 20e siècle. Eh bien, contre toute attente, les Algériens ne sont pas venus récupérer donc ces 2 crânes. Pourquoi les autorités algériennes ont-ils annulé la venue pour récupérer pour récupérer ces 2 crânes. Jusqu'à l'heure actuelle, aucune des 2 parties, Tebboune ni Macron, n'ont tenté de proposer ou d'organiser un entretien téléphonique ou une rencontre. Les élections présidentielles arrivent à grands pas. Plusieurs opposants, notamment l'extrême droite, Jamel Din, surfent sur l'immigration. Emmanuel Macron n'est-il pas en train de préparer une partie des électeurs? Récupération politique ou sincérité politique? Merci, Chaban. À demain donc. Alors, j'aimerais, mes chers amis, d'abord montrer ce que furent à un certain moment les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie. Comment on dit en arabe, على عسل. احنا نقولوا on dit بالدرجة سمن على عسل. سمن على عسل. سمن على عسل. وإحنا بالدرجة نقولوا سفة بالعسل. Alors, nous allons écouter d'abord Monsieur Lamamra ce qu'il disait sur Macron. إيمانويل ماكرون صديقنا نكتفي بهذا صديقنا هذا واقع يعني صديقنا صديق الجزائر إيمانويل ماكرون صديقنا نكتفي بهذا صديقنا هذا واقع يعني صديقنا صديق الجزائر. Alors nous allons écouter M. Tebboune sur le même registre. Avec le président français et le président Emmanuel Macron, je n'ai aucun problème. Et une entente presque parfaite sur l'avenir où le président Macron, je l'ai toujours dit, مع الدولة الفرنسية والدولة الجزائرية دولتين مستقلتين دولتين عظميين واحدة في أوروبا واحدة في أفريقيا. Le président Macron est très sincère dans ce qu'il fait, il est honnête, il est très propre, il est très propre, il est très propre du point de vue historique, très propre, qui n'est impliqué en rien dans ce qui se passe. J'ai confiance en le président Macron, j'ai confiance en son raisonnement, j'ai confiance en sa probité, sa manière de voir les choses. Nous travaillons d'ailleurs, nous nous entendons très bien sur beaucoup de sujets. Et nous allons écouter maintenant M. Lamamra sur un autre registre. Voilà. C'est là une... قيل كلام على المستويات في فرنسا لا يفهم ولا يقبل ولم يكن له إطار وسياق معقول وعقلاني فيقال كلام حول تاريخ الجزائر حول نظام الحكم في الجزائر حول أمور سيادية جزائرية لا نرضى ولا نتقبل أي تدخل في شؤوننا الداخلية من أي طرف كان وقد أقول وعلى وجه الخصوص عندما يتعلق الأمر
بسلطات الدولة الاستعمارية السابقة. فالجزائر وضعت النقاط على الحروف وأكدت اتخذت إجراءات ملموسة فيما يتعلق بالتعبير عن عدم رضاها في هذه الكيفية في التدخل في شؤونها الداخلية. استدعت السفير المشاورات ولا يزال إلى يومنا هذا في الجزائر، وبادرت كذلك باتخاذ قرار سيادي يتعلق بإيقاف رخصة تحليق الطائرات العسكرية الفرنسية على في فضائنا في مجالنا الجوي. Monsieur Macron aussi était dans le même registre, puisque c'était un échange de mots doux, en fait. Écoutons Monsieur Macron. Quand la question m'a été posée sur l'accueil du rapport de Benjamin Stora en Algérie, j'étais obligé de dire la vérité. Le président Tebboune, on en a parlé, nous. Et c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Et il a eu des mots amicaux et il a parlé de courage politique aussi. Et puis, curieusement, juste après, il y a eu ces mots très durs de Macron qui ont mis le feu aux poudres, dont beaucoup d'observateurs pensent que ce qui a le plus fait exploser la marmite, si je peux dire, c'était le fait qu'il ait prononcé cette fameuse formule de système politico-militaire. C'est la première fois depuis 1962 qu'un chef d'État français ose dire les choses comme elles sont réellement. Il a parlé aussi du régime et non pas du peuple algérien, et non pas de l'Algérie, qui use de la rente mémorielle, dit-il, pour se faire mousser, et qui donc tire son principal fonds de commerce de la haine de la France, au même moment, rappelons-le, où la plupart des barons du régime résident en France, qu'ils y ont leurs biens, qu'ils y blanchissent leur argent, l'argent qu'ils volent aux Algériens, etc. Et donc, l'autre chose qui a semblé tout à fait déranger le régime est la réduction des visas de 50%, sauf que M. Macron a décidé de préciser que ce ne sont pas les étudiants ou les autres Algériens qui allaient être surtout visés, mais les barons du régime et leur parentèle, leur famille, etc. C'est là qu'il a vraiment mis le feu aux poudres, parce que ces gens-là ne peuvent pas ne pas venir en France où ils ont leurs affaires. Et je vous laisse en parler et nous verrons au fur et à mesure de l'émission dans quel sens nous allons aller à chaque fois. Merci. Donc, les relations algéro-françaises ou franco-algériennes, je dirais plutôt, je commencerai par algéro-françaises. C'est très complexe, certes, mais surtout, il y a beaucoup de malentendus. Il y a même des contre-vérités. Allez, je vais rentrer directement, mettre les pieds dans le plat. Allez faire comprendre à un Algérien, même cultivé, même universitaire, etc., que la France payait pendant les années 80 le gaz 25%, voire certains parlent de 30% plus cher que le prix du marché. Allez leur faire comprendre. Ils disent, la rumeur dit le contraire, dit que la France prenait du gaz gratuitement. C'est là où je veux en venir, c'est Jamaldine. Pourquoi je cite cet exemple d'emblée, c'est là où venir. Allez faire comprendre aux Algériens, les Algériens pensent que la France puise le gaz gratuit. Gratuit. Le Rachid Nekez l'a affirmé dans cette émission même. C'est une stupidité. Il a parlé de Total. C'est une stupidité, c'est une contre-vérité énormissime. Il n'y a qu'un idiot, qu'un propagandiste, je dirais, pour dire cette phrase. La France de Mitterrand, c'est pas pour... Pourquoi payait-elle plus cher? Pourquoi? C'était une forme d'aide. C'était une forme d'aide. Au lieu de faire des... C'est pas l'explication du gaz indexé au prix du pétrole? Après, c'était une négociation pour indexer. L'indexation. C'était en parallèle, mais ce n'était pas ça la cause. C'était pour que le surplus soit investi dans le social pour aider. C'était une aide. C'était une aide. D'accord, c'était une aide, une bonne entente. D'ailleurs, c'était. Mais on ne donne rien pour rien. Oui, pourquoi ont-ils consenti un tel sacrifice?
Était-ce pour soutenir le régime, pour l'aider à se maintenir? Il y avait aussi le soutien du régime. Tous les pays socialistes, tous les partis socialistes de la rive sud de la Méditerranée soutenaient le régime algérien. Le PS, le Parti socialiste espagnol, les Italiens, les Français étaient impliqués directement, et l'Algérie était impliquée aussi directement dans les élections quand elle favorisait toujours les partis socialistes, que ce soit en Espagne, en France, etc. Mais voilà, vous voyez cet exemple que je cite, et que je veux bien que nos compatriotes le méditent, c'est que là, on est sur des contre-vérités partagées par un pan énorme de la société. Mais peut-être qu'il se cache quelque chose d'autre, de richesse qu'on leur concédait à moindre prix. Peut-être, je ne pense pas que ça puisse se faire comme ça. À ceux des historiens ou bien des économistes, des observateurs. Les observateurs, je dirais observateurs avertis et honnêtes, qui nous citent les exemples et qui nous donnent les chiffres. Moi, je balance les chiffres comme ça. Absolument, et c'est très intéressant. Des années 80 vendait le gaz à la France, non seulement elle le vendait, ça c'est sûr, mais elle le vendait plus cher, de 25% pour ce que disent certains, et 30%, disent d'autres, plus cher que le prix du marché. Et c'était une forme de soutien pour l'Algérie. Et à quoi voulez-vous en venir ? Pour dire que nous avons regardé ce qu'on doit, comment dirais-je, inverser comme vision déjà. Rien. C'est-à-dire qu'on passe du tout au tout. On n'est même pas dans une position équilibrée. On est dans une position fantasmée, aussi bien au haut de la pyramide, c'est-à-dire les gouvernants. Vous avez bien vu les termes qu'on utilise. On est dans le pathos, Sadiq, Habib, Nito Taïba. Au lieu de parler diplomatiquement, au lieu de dire par exemple que Macron est quelqu'un qui n'a pas de passé colonial, c'est quelqu'un qui n'est pas impliqué dans un parti qui a un passé colonial, il n'a pas de passif idéologique avec l'Algérie, il dit très propre en ce qui concerne le passé. Quoi, très propre? Il ne va pas au bout de ses pensées, il n'est pas dans des relations objectives. Le verbe, le langage qui est utilisé, ce n'est pas un langage approprié. C'est ce que je veux dire. Donc, pour conclure, une petite conclusion, nous avons vraiment énormément de travail à faire concernant les relations algéro-françaises. Énorme, énorme. Boukhalifa ? En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une complémentarité de ces discours. C'est moi je t'aime, moi non plus. Et puis la portée et la dimension de ces propos. Comme on dit chez nous, made d'imagine. Ça ne change strictement rien du tout. Donc, dans le contexte français, donc c'est une ambiance de pré-campagne électorale. Évidemment, le but n'est pas d'aller intéresser la diaspora algérienne qui est en France, puisque tout le monde s'accorde à dire qu'elle ne constitue pas une force de vote. Comme par le passé, pas très lointain, et elle n'est pas prête de le constituer, pour des raisons historiques, pour des raisons sociologiques, sur lesquelles il faudra peut-être revenir un jour, et puis je pense qu'impérativement il faudra le faire. D'autre part, de l'autre côté de la Méditerranée, donc il y a effectivement un régime qui est fragilisé par la contestation. Le contexte révolutionnaire a fragilisé, de par sa profondeur et sa remise en cause fondamentale du régime, et aussi le régime est fragilisé par ses propres contradictions. C'est un corps qui obéit, à la limite, je ne vais pas dire, à une forme de biologie sociale. Voilà, le régime arrive au terme de quelque chose. Soit il se renouvelle, mais il s'est toujours renouvelé parce que la manne était là. Je schématise un peu ce que je dis. Mais ce qui est de nature quand même à nous inquiéter, c'est que le régime constitue sa propre menace. En fait. À partir du moment où vous voyez cette répression féroce qu'on n'a pas vue avant, on n'avait pas vu avant,
en dehors de l'épisode de la décennie noire sur laquelle il faudra revenir dans le cadre de commission de vérité et de justice, c'est un impératif. On ne peut pas en faire l'impasse. Intellectuellement, politiquement, on ne peut pas, et moralement, on ne peut pas en faire l'impasse. Quelles qu'aient été les responsabilités des uns et des autres, il va falloir quand même les pointer. Les morts qui ont été enterrés et ceux qui n'ont jamais pu être enterrés ne peuvent pas, ne doivent pas, au nom d'une certaine morale collective à laquelle on adhère tous, qui transcende les convictions politiques des uns et des autres, ne doivent pas passer dans la colonne des pertes et profits aujourd'hui. On ne peut pas faire catharsis dans une société si on n'en parle pas. C'est faux. Donc, la vague de répression, le nombre impressionnant qui touche toutes les catégories, le verrouillage du champ médiatique. Aujourd'hui, vous ne pouvez rien organiser en Algérie, même pas un café littéraire, parce que vous risquez de porter atteinte au régime. Que vous risquez d'être catégorisé comme terroriste. Oui, j'en arrive. Ouais. Et vous voyez que les ingrédients sont réunis. Je pense que quelque part, objectivement, la France, par ses voies officielles, a tendu une perche au régime qui était en panne d'imagination, ce qui lui a permis de rebondir à la veille de 2 dates importantes qui étaient celles du 17 octobre 1961. En fait, la France officielle est en train de disputer le terrain mémoriel aux Algériens, puisque, en dehors d'avoir reconnu la responsabilité de l'État français dans des assassinats abjects d'Ali Boumengel et la restitution des crânes des résistants du 19e siècle, la France n'est pas en train de solder un contentieux avec l'Algérie, non. Elle est en train de lui disputer parce qu'il y a un phénomène de satellitisation de la diaspora algérienne ici qui n'est pas insensible à ces questions. Mais le troisième invité dans ce débat, ce sont les citoyennes et les citoyens qui, depuis le 22 février, sont en train de se réapproprier aux grandes dames des... Vous parlez de la diaspora, du pas que Hirak de la au sein diaspora, de la diaspora. pas que. Vous savez, quand il y avait des grandes marches en Algérie, on voyait des portraits des héros de la guerre de libération, et pas des moindres, qui ont été occultés dans le récit officiel. C'est-à-dire qu'au lendemain de l'indépendance, on a tout tué en disant un seul héros, le peuple, qui était une grande supercherie intellectuelle, et malheureusement beaucoup sont tombés dedans. Mais ce troisième invité, qui sont les citoyennes et les citoyens, qui se réapproprient le capital symbolique qui a été... le pouvoir a fait main basse dessus, et se réapproprient sa mémoire. Au point, je me permets de vous interrompre, où les Algériens, pour la première fois depuis 1962, ont commémoré le 1er novembre et le 5 juillet dans la rue. Les Algériens, ce n'était plus des commémorations officielles avec limonade et millefeuilles, mais c'était des commémorations populaires qui embrassaient des millions d'Algériens dans la rue. Bien sûr, et il est d'autant plus important d'apprécier à plusieurs niveaux ces événements, puisque ça donne écho à une lame de fond qui disait que l'écriture du récit national avait obéi à des impératifs idéologiques pour justifier un régime qui s'est imposé par la force. Et qui cherchait une légitimation. De toute façon, les trois légitimités n'ont pas servi. Absolument. N'ont pas servi. Et comme un boomerang dans l'histoire, le troisième invité, toujours, les citoyennes et les citoyens se réapproprient leur histoire. Mais en se réappropriant l'histoire, toutes les contre-vérités historiques qui ont été admises dans le sérail. Moi, je vais vous dire, j'étais collégien et lycéen des années 80. Vous savez, ce n'est pas un parti pris idéologique. Ce n'est pas un parti pris idéologique. Mais quand on devait commémorer certaines choses, on était
on était quand même, on sentait qu'on était spolié de notre mémoire, puisqu'il y avait des anciens qui nous racontaient des pantés de l'histoire du mouvement national. Et on voyait que le récit officiel s'est construit sur d'autres bases, bien sûr. Yahya Oui, Bonouar. je comprends parfaitement l'importance de la mémoire et des questions mémorielles, notamment entre la France et l'Algérie ou même chez d'autres pays. C'est des questions importantes parce que ça touche la sensibilité des citoyens des deux pays et puis les deux régimes s'en servent. Mais pour remettre les choses dans leur contexte, on est dans le cadre politique et dans le cadre politique, on parle d'intérêt. Quels sont les intérêts de la France par rapport au régime algérien? Le premier intérêt, c'est que ce soit un régime et un pays stable. L'Algérie, c'est un grand pays qui soit stable et qui stabilise la région, l'Afrique du Nord, et puis derrière le Sahel et l'Afrique. Or, aujourd'hui, le régime algérien, le régime militaire, n'est plus un facteur de stabilité, mais l'inverse, c'est un facteur d'instabilité. L'Algérie est aujourd'hui un pays clairement instable. Personne ne peut dire ce qui va se passer dans les semaines et les mois qui viennent. Ensuite, il y a les comportements des uns et des autres, c'est-à-dire que la France essaye de les chouchouter, leur donne des visas à eux et à leurs familles, ferme les yeux sur le nombre de diplomates incroyables qui arrivent alors qu'ils ne sont pas diplomates du tout. C'est des haragas de luxe. Ils arrivent avec un statut de diplomate, puis quelques mois après, ils obtiennent une résidence, alors qu'à Harag, il traverse la mer au risque de sa vie et il reste plusieurs années sans papier. Idem pour leurs enfants qui sont inscrits au lycée français à Alger, etc., etc. Leurs biens, notamment en France et à Paris, où on sait que les barons du régime détiennent des hôtels de luxe, des châteaux, des villas. Et donc tout ça, la France, et pas seulement la France, l'Espagne, l'Italie et d'autres pays, fermer les yeux sur tout ça, même si ça les agaçait, parce que ce n'est pas des comportements d'État à État, mais ils fermaient les yeux tant qu'ils avaient en face quelqu'un, un régime qui n'aimait pas avec des méthodes de voyous, mais qui leur garantissait la stabilité. Vous savez, ni la France, ni l'Espagne, ni l'Italie n'a envie de se retrouver avec un Barbaristan en face. On a 1600 kilomètres de côte. Imaginez si on sombrait dans le chaos, c'est toute l'Afrique qui se déverserait sur l'Europe. L'Algérie, c'est énorme. Et donc, ils ont besoin en face de gens responsables, responsables dans tous les sens du terme, qui arrêtent de faire du n'importe quoi, qui arrêtent de menacer les gens et qui arrêtent eux-mêmes de créer l'instabilité. Quand on est dans cette situation avec, on emprisonne à tour de bras, on accuse de terrorisme n'importe quoi, on rappelle l'ambassadeur pour un rien, avant de rappeler l'ambassadeur pour les propos de Macron, ils l'ont fait en mars ou avril 2020 pour un article dans le quotidien Le Monde. On ne rompt pas les relations diplomatiques de cette manière avec le Maroc, qui est un pays voisin, et on interdit les vols commerciaux qui survolent l'espace aérien algérien, et ainsi de suite. Ils ont affaire à des schizophrènes, à des malades mentaux, et ils ne savent plus quoi faire. Ils sont prêts, c'est pour ça qu'ils sont tous prêts, France, Italie, Espagne, Allemagne, Angleterre, États-Unis, ils sont prêts à faire des efforts à condition qu'en face, ils aient des gens sérieux. Or, finalement, il n'y a pas de gens sérieux, et c'est pour ça qu'on a vu ces derniers jours le quotidien Le Monde sortir information après information. La première, ce sont les dirigeants, les responsables politico-militaires, comme les a appelés Macron, ainsi que leurs familles qui profitent des visas. Ce sont eux, les politico-militaires, qui envoient leurs enfants au lycée français. Ce sont eux qui envoient des faux diplomates pour obtenir une résidence en France. Toutes ces informations proviennent du Quai d'Orsay, du ministère des Affaires étrangères français. Vous ne pouvez pas les avoir, ni vous, ni moi. Donc ils sont en train de leur donner un avertissement
arrêtez, revenez à quelque chose de responsable, sinon vous pensez bien qu'il y a encore d'autres informations dont disposent les Français, notamment sur les biens mal acquis et les richesses des dirigeants français et algériens en France. Ils en ont marre, on le sait depuis, on a des relations avec des journalistes, y compris avec des diplomates, on sait qu'ils ne les supportent plus, qu'ils sont agacés par les dirigeants algériens, et puis là, il y a quelque chose qui s'est cassé, c'est-à-dire qu'ils les supportaient à condition qu'ils faisaient un minimum. Non seulement ils ne font pas le minimum, mais ils font l'inverse. Ils déstabilisent leur propre pays, et en déstabilisant leur propre pays, ils déstabilisent toute la région. L'Algérie, ça reste le plus grand pays de la région, et quand ils rentrent dans un conflit, une hostilité aiguë avec le Maroc, quand ils n'ont plus aucun poids en Libye, quand au Mali, ils les menacent de s'allier aux Russes et aux mercenaires russes de Wagner contre la présence française, ça fait des choses qui ne sont plus acceptables pour les Européens, alors qu'ils ont tout fait. Ils ont fait des gestes sur la mémoire, ils se sont tus sur les dépassements et les pratiques du régime militaire, mais à un moment, ce n'est plus possible pour eux. Voilà, après, peut-être, comme l'a dit Boukhalifa, on est dans une période électorale ou préélectorale en France qui peut exacerber, mais je pense que c'est surtout les intérêts des uns et des autres, oui. Et que, voilà, quand les Algériens, le régime algérien ne remplit plus les missions qu'on attend de lui, et qu'il fait même l'inverse, qui devient un élément de déstabilisation, eh bien, ça ne passe plus. Eh bien, un point que vous venez de soulever, Yahya, qui n'est pas aussi anecdotique qu'on pourrait le croire, cette histoire de lycée international français Alexandre Dumas à Alger, c'est réellement symptomatique de ce qui se passe. Alors, c'est un lycée où on enseigne le français, où on enseigne le programme scolaire français, et les gens qui prétendent arabiser tout le pays, les enfants des autres, eux, leurs enfants, ils se battent littéralement. Ils se bagarrent pour placer leurs enfants, au point où la France a signalé que c'est trop, que ça ne peut plus être accepté, qu'il y a une longue liste de diplomates et de hauts fonctionnaires désirant une inscription pour leurs enfants, au point où ça a atteint 20 demandes pour une place. 20 demandes pour une place. Et le lycée ne peut pas recevoir, et il y a une très forte pression. Et c'est dire, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi cette réaction des autorités françaises qui parlent d'une trentaine de diplomates qui ont été bombardés récemment, qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas d'attribution claire, mais qui ont été envoyés selon le copinage habituel. Hein. L'un envoie son frère, l'autre son neveu, l'autre sa femme, sa fille, qui arrivent, qui ont des salaires mirobolants, et qui ne font rien, et qui ont donc par conséquent des visas pour eux, leur famille. Et là, la France, est-ce que, en se faisant, dénonçant ce point, chose qu'ils n'ont jamais fait jusque-là, est-ce que les autorités françaises ne seraient pas en train d'envoyer des signaux à leurs habituels proconsuls algériens pour leur dire attention, si vous dépassez je vais tout déballer, et ça commence progressivement, et peut-être qu'ils vont en arriver à leurs biens en France, l'argent qu'ils y blanchissent, et tout leur micmac, les milliardaires qu'ils y ont fait pousser en l'espace de quelques années, qui sont milliardaires en euros. Est-ce qu'ils ne vont pas aller vers cette extrémité qui semble s'annoncer quelque part ? C'est fort possible. Je dirais juste un mot parce que je connais bien le lycée des Asphodèles de Ben Aknoun, le lycée international Alexandre Dumas. En fait, le lycée Alexandre Dumas a ouvert au milieu des années 90. Quand l'ancien lycée qui faisait office des mêmes prérogatives, le lycée était un lycée algérien. C'était un lycée algérien, Descartes qui enseignait le programme français, oui. Tout, du primaire jusqu'au lycée, jusqu'à la terminale, ils enseignaient. Moi, mes enfants, on a fait un petit séjour de soi-disant de retour en Algérie après la fameuse phrase de
du grand menteur Bouteflika. J'en ai parlé, vous vous souvenez, dans une réunion, quand il a dit « Tab Jenanna », je pensais que c'était vrai, que c'était le temps d'aller apporter ce qu'on pouvait apporter à l'Algérie nouvelle. Et donc finalement, on est resté 2 ans. Mon fils, qui était en dernière année du primaire, il a passé tout un semestre, je vais vous raconter, tout un semestre avec une chaise, son dossier. À chaque fois on réclamait, donc à la mairie, etc., etc. Et la dernière semaine, pour vous dire une chose, c'est-à-dire moi je faisais des allers-retours. Ma famille était installée là-bas, d'ailleurs à Al-Mouradia, et je faisais des allers-retours. Et une fois, comme ça en discutant, vous vous rendez compte, écoutez bien, je parle de France, c'est mon témoignage. Mes filles disaient, elles partaient à jeun en bas à l'école, elles étaient en 3e, elles partaient à jeun. Pourquoi? Pour ne pas devoir avoir besoin d'aller aux toilettes. Pourquoi? Elles sacrifiaient. Pourquoi? Parce que les toilettes étaient dans un état lamentable. Lamentable. Et moi-même, j'ai fait l'expérience, voilà. J'allais pour voir le directeur pour l'Exea, pour le retour, et j'arrive devant le bureau, je vois l'inspecteur des directeurs d'école, qui était un ami d'enfance que je connaissais depuis très longtemps, qui venait inspecter le directeur. Qu'est-ce que tu viens faire? Voilà, je viens voir le directeur, ça tombe bien, on rentre tous les deux, son inspecteur et un parent d'un de ses élèves. J'avais pris en photo les toilettes ce matin-là, et je lui ai montré au directeur, devant l'inspecteur des directeurs. J'ai dit, c'est des toilettes, ça. Il est 8h du matin. On n'est pas à midi. Pas en fin de journée. C'est pas en milieu de journée. Voilà. Donc, là où je veux en venir, c'est que ces autorités, les nervis dont vous parliez tout à l'heure, c'est Jamaldine, ils ont clochardisé, ils ont réduit à une porcherie ce beau lycée qui a des bâtiments somptueux, qui a des arbres centenaires. C'est un paradis. Le jardin d'essai, ruisseau, le jardin d'essai, c'est la même chose, le jardin du lycée qu'on a appelé Bouamama à la fin. Mais ils l'ont clochardisé, ils l'ont rendu une porcherie et ils vont au lycée des Asphodèles, lycée Alexandre Dumas, pour squatter là-bas et mettre leurs enfants. Ils ont un lycée meilleur, plus grand, plus beau, plus somptueux. Ils auraient pu l'entretenir. Voilà, c'est l'image. Vraiment, le lycée, c'est vraiment une image très, très symbolique et très, très symptomatique de ces gens-là. Ça fait un lycée, Wallah, Jannah. Ils ont... c'est comme si c'était des coups de semonce, des coups à blanc. Attention, ça c'est rien, on va sortir l'essentiel. Vous pensez qu'ils vont aller jusqu'à leur sortir ces dossiers de blanchiment d'argent, d'exfiltration d'argent depuis l'Algérie vers la France, de blanchiment. Vous pensez qu'ils vont aller jusqu'au bout? Non, je ne crois pas, puisque c'est une gestion au jour le jour. C'est une gestion au jour le jour. C'est des coups de bluff, des coups d'estomac? Aussi, c'est une manière aussi de tirer un peu sur le collier. C'est une manière de tirer sur le collier, puisque les véritables rapports se situent sur un autre niveau. Ils sont sur un autre niveau. Il y a encore l'histoire ces histoires-là, c'est de la poudre de perlimpinpin. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je suis en train de développer. Oui, mais j'aimerais bien que vous en discutiez. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je citerai des exemples concrets. Moi, je vais aller plus loin. Vous savez, la France avait un grand lycée français à Kaboul. Le commandant Massoud était élève au lycée français. Oui. Qu'est-ce que ça représente au fait des deux côtés? Parlons du problème de la représentation d'une institution française. C'est une institution française, qu'elle soit déployée en Algérie, au Maroc, en Tunisie, ça reste une institution française. Oui, voilà. Mais que les enfants des barons du régime se disputent pour y mettre leurs gosses, au moment où ils ont sinistré, naufragé le secteur de l'éducation de tout le monde, sur le plan éthique, ça fait un peu mal. Hein, le naufrage de l'école se situe sur deux niveaux. Ouais. Il faut dire les choses comme elles sont. Ouais. Le courant conservateur a pris en otage l'école algérienne depuis la fin des années 70.
c'est une concession qui a été faite par le FLN. C'est un autre sujet, c'est Non, Boukhalifa. je dois Un développer. jour, non. Lui, la question, oui, c'est Boukhalifa. non, mais Si on je vais rentre dans revenir. ce sujet, Non, on va je- s'éloigner. Oui, mais on ne va pas y rentrer. On va s'éloigner. On va le laisser C'est développer un Nordine, peu. Ouais, merci. Ah, non, Je m'excuse. allons-y. Je m'excuse. Je suis désolé, je m'excuse. معليش Boukhalifa, معليش. Non, Allez-y. je vais le dire. Je ne pense pas que l'école ait vocation à faire autre chose que distribuer le savoir. Fin de citation. Moi, ma conviction, elle est là. Je pense que c'est extrêmement important de le souligner. C'est-à-dire que ça reste un point de fixation sur lequel des acteurs organisés ou non dans la société font valoir leurs droits là-dessus. Aujourd'hui, l'enjeu, est-ce qu'il y a un enjeu autour du lycée français? Il n'y en a pas. Le seul enjeu, il représente un enjeu pour les barons de ce régime en fin de cycle. Parce qu'à aucun moment, même pendant les années 80, le scandale des bourses à l'étranger qui est devenu des passe-droits, ça, il faudra en parler. Parce que, pour ne pas dire les 100% de ceux qui ont bénéficié de ces bourses ne sont jamais repartis en Algérie. Oui. Ceux qui sont venus par contre... Mais c'est un autre sujet, Boukhalifa. Oui, bien sûr, j'en arrive. C'est-à-dire, on en parle pourquoi? Parce que c'est un des points qui est en train dont est en train d'user la France, un peu pour faire chanter, pour faire peur, pour dire... Attention, vos diplomates que vous envoyez, c'est fini. Vos faux diplomates. L'école dont vous vous serviez pour vos gosses, c'est fini. Les visas pour vous, pour vos familles, vos bonnes et tout, c'est fini. Ils sont en train, en quelque sorte, de leur envoyer des coups de sommation. Et je suis en train de dire, la vraie question, est-ce qu'ils vont aller plus loin? Ça veut dire, est-ce qu'ils vont sortir l'essentiel? Je n'y crois pas. Je vais vous dire pourquoi je n'y crois pas. Le 15 octobre dernier, donc... l'organisation non gouvernementale Riposte Internationale à laquelle j'appartiens a co-organisé un colloque au niveau de l'Assemblée nationale française. Contrairement à ce que l'on croit, les députés français ne se sont pas précipités pour y assister. Oui. On en avait quelques-uns qui sont venus. Oui. Pourquoi? Parce que la raison d'État, et Yahya, il a eu raison de le souligner, les intérêts sont le point cardinal pour l'ensemble de la classe politique française. Il y a des gens qui sont... Mais il semble qu'il y ait des coups d'estomac de part et d'autre. Pendant que les Français sont en train d'user de ces coups de semonce, du côté algérien, on fait venir, par exemple, nous allons voir quelques images, les touristes russes, ils envoient des signaux très évidents que nous allons peut-être changer de fusil d'épaule, qu'on est en train de prendre langue avec Wagner. Mais ce que je peux vous dire, vous savez, il y avait une célèbre phrase de Clémenceau qui disait « La guerre est une affaire trop grave pour la confier aux militaires ». Ouais. Moi, je serais tenté de le paraphraser, de dire « La guerre et la paix sont deux choses très graves, surtout à ne pas confier aux militaires ». Ils seront incapables de gérer et la guerre et la paix. Et surtout, ce que l'on a. Dans les constitutions des États démocratiques, l'armée ne peut pas déclarer la guerre. L'armée la mène si on le lui demande. Dans un contexte démocratique, le principe de la subordination du militaire au civil est consacré. Oui. Alors, nous allons demander l'avis de Yahya. Yahya, c'est vous qui avez abordé le sujet tout à l'heure. Est-ce qu'il y a réellement possibilité que ça dégénère vraiment et que les vrais dossiers puissent remonter enfin à la surface, dossiers dont nous connaissons tous la teneur, mais qui n'ont jamais été déballés, si je peux dire, de façon officielle? On verra. Je pense que non. Je pense que aussi bien la France que l'Italie et l'Espagne, on a vu aujourd'hui un reportage de l'agence française de presse, l'AFP, mais diffusé par une grande majorité des médias français qui parlent des haragas. Selon Madrid, environ 10 000. Donc 10 000 dans les statistiques. Je vous laisse imaginer ceux qui ont échappé. Donc on peut multiplier par 2 ou 3 depuis le début de l'année. Donc il y a vraiment un problème. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le régime algérien, le régime militaire
Macron a dit politico-militaire, mais nous, on sait très bien que c'est un régime strictement militaire. Les civils lui servent de façade, est devenu un élément de déstabilisation de la région, est devenu un élément de déstabilisation de l'Algérie elle-même, est devenu un régime qui réprime son propre peuple, qui a installé le désespoir dans la population algérienne, qui pousse non plus seulement, comme on le voyait avant, des jeunes à la harga, mais des familles, des femmes enceintes, des enfants, des bébés. Donc, c'est plus des haragas, ce sont des réfugiés, mais qui viennent pas d'un pays en guerre, qui viennent pas d'un pays où il y a la famine, mais qui viennent d'un pays où il n'y a plus d'espoir. Et donc ça pose un problème pour la rive sud de la rive sud de l'Europe. Ça pose un problème parce que ils sont encore là, ils tiennent à peu près avec la répression, mais ça peut poser un gros problème à l'avenir si jamais ce régime venait à s'effondrer. Et puis, de toutes les manières, il porte en lui, il porte dans son ADN l'instabilité, et ce régime va s'effondrer. La question est quand. Elle n'est pas de savoir s'il va s'effondrer, il va s'effondrer, il ne peut plus tenir. Nous sommes en 2021, on ne peut pas accepter, on ne peut plus vivre avec un régime militaire. Vous voyez ce qui se passe au Soudan, le général qui a fait un coup d'État hier et qui vient aujourd'hui devant les journalistes pour dire que le Premier ministre n'est pas arrêté, il est chez moi. Voilà, il n'a même pas le courage d'assumer qu'il a mis le Premier ministre de la Transition en prison. Il dit qu'il est chez lui, il l'a emmené chez lui, mais vous le verrez plus tard. Voilà où on en est, mais le Soudan est déstabilisé. L'Algérie est dans la déstabilisée depuis le 4e mandat. Le 4e mandat, les Algériens ont accepté, et puis pour le 5e, on sait ce qui s'est passé. Ils ont refusé, ils sont sortis dans la rue, et les militaires, plutôt que d'accepter une transition démocratique, politique, pacifique, organisée, apaisée, refusent. Et aujourd'hui, voilà, ben on voit ce qui se passe. Vous dites ce régime va certainement s'effondrer. Est-ce que nous sommes en train d'assister au signe de cet effondrement, ou est-ce alors qu'ils en sont conscients et qu'ils essayent de se reprendre du poil de la bête et de se redéployer? L'effondrement du régime, je crois qu'on est dedans, c'est une phase longue. Les gens pensent qu'en politique, ça se passe en 24 heures. Non, l'effondrement du régime a commencé, le déclenchement de l'effondrement, c'est le 22 février 2019. Nous sommes dedans, il s'accroche au risque d'emmener le pays vers le pire, mais nous sommes dans la phase d'effondrement du régime et on est dans la transition. On est dans une transition qui aurait pu être organisée, qui ne l'est pas. Donc c'est le chaos, les militaires, les généraux qui n'ont qu'une seule solution, qui est la répression, réprimer, réprimer, réprimer. En même temps, il y a une grave crise économique, une grave crise sociale. Il faudra aussi consacrer des émissions à ça. Les gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts, n'arrivent plus ou difficilement à nourrir leur famille. Donc il y a une crise politique, une crise de légitimité, une instabilité politique sur laquelle se greffe une crise économique et une crise sociale. On commence à voir les premiers effets, les milliers de haragas, l'instabilité de l'Algérie. On ne peut pas se permettre, ni nous en tant qu'Algériens, ni nos voisins en Afrique du Nord, ni nos voisins en face en Europe, une instabilité de l'Algérie. On ne peut pas se le permettre. Parce que l'Algérie, c'est un trop grand pays, et c'est pour ça, et là je rejoins, on ne peut pas confier un pays comme l'Algérie à des généraux incultes, ignares, qui ne connaissent que la répression. On ne gère pas des pays de cette manière, on ne gouverne pas des pays de cette manière. Et nous allons voir Yahya justement au sujet de l'instabilité dans la région. Il semble que ce régime soit en train, un peu dans sa tête et à sa façon, de procéder à des rééquilibrages. On ne sait pas si c'est pour envoyer un signal à la France en réponse à ses propres signaux, pour lui dire « Ah bon, si vous cherchez la petite bête, je vais quasiment vous remplacer ». Et donc, il y a comme des signes vers la Russie qui, rappelons-le, est le premier fournisseur d'armement, d'armes et probablement aussi d'équipements militaires en tout genre à l'armée algérienne. Il semble qu'il y ait un rapprochement,
géostratégique, tactique, diplomatique dans la région, notamment avec ce rapprochement avec Wagner. C'est un peu comme Blackwater, hein, des Américains au Moyen-Orient. Wagner qui sont une armée de mercenaires russes qui est déjà très présente en Libye et qui semble s'intéresser à l'Afrique du Nord et au Sahel, ce qui n'est pas peu inquiété les Américains, mais aussi les Chinois. Nous allons d'abord voir comment les Russes ont été reçus. C'est à peine croyable, c'est presque comique, c'est rageant, c'est à pleurer. C'est une petite clique, un petit groupe de touristes russes qui arrivent, qui débarquent en Algérie. Et c'est comme si nous avions reçu des Martiens. Il faut dire qu'aussi qu'il faut être très courageux pour aller faire du tourisme en Algérie. Hein. Avec des hôtels où il n'y a pas d'eau, avec tout qu'on connaît très bien. Mais regardons ces images des touristes russes, comment ils sont accueillis en Algérie. حط وفد روسي الرحال بالجزائر في رحلة لاستكشاف الصحراء الجزائري. برنامج ثري تم تسطيره للتعريف بالمقومات السياحية الصحراوية، يتخلله زيارة لأهم المواقع السياحية التي تميز منطقتي الأهاجار والتصيل، مع تسليط الضوء على العادات والتقاليد وهياكل الإيواء بالماء. الوفد الروسي لم يخفي تحمسه لاكتشاف الصحراء الجزائري الغنية بالواحات الخضراء والشواهد والآثار التاريخية للحضارات المتعاقبة. استغلال التعافي التدريجي الذي تشهده الجزائر من جائحة كورونا لتنشيط السياحة وإعادة تدفق السياح إلى البلاد خطوة تسهم بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد الجزائري. У меня большое желание увидеть Сахару. Единственное, что وأول مرة يروحوا يستكشفوا يعني هذه كلها أمور جديدة يعني في مخيلتهم وهم سعداء. Nordena, c'est un signe. C'est quoi cette histoire de Russie et de changement de paradigme géostratégique, j'allais dire? Juste deux mots par rapport à la question de tout à l'heure. Moi, contrairement à Boukhalifa, je ne pense pas que c'est du jour au jour. Ce n'est pas une réaction quotidienne. Ça va continuer. La nouvelle stratégie, le chef d'état-major français a pris ses fonctions il y a à peine 3-4 semaines. Et dans sa stratégie, il a développé sa stratégie devant une commission parlementaire. Il parlait de cette nouvelle forme de guerre. Hein, c'est une guerre continue, c'est-à-dire qui se fait par de petites tensions. Des petites tensions, des petites pressions sur l'adversaire. Moi, je pense qu'ils sont stratégiquement sur ce point et garder cette pression sur le gouvernement algérien. Et ça va continuer. Là, dans 2 mois, la France, elle va prendre la présidence de l'Union européenne pour donc les décisions en quelque sorte françaises, elles pourront embarquer avec elles l'Union européenne. Il y a le 19 mars qui va être célébré. Il y a le 5 juillet qui vont être célébrés. Si chez nous, en Algérie, on continue encore à faire, je dirais, les réactions émotives, émotionnelles, sensationnalistes, je ne pense pas qu'on va s'en sortir. Et c'est stratégique. Ça va continuer. Et Macron, deuxième point concret aussi, je voulais dire, Jérôme Fourquet, il n'y a personne qui connaît mieux les élections en France que Jérôme Fourquet, le spécialiste en sondage, chef de la semaine dernière, le 15 octobre plus exactement, le journal Le Figaro lui a fait une interview sur toute une page et le sujet principal, c'était ce que pesait l'Algérie dans les élections françaises. Que dalle. Elle ne pèse pas grand-chose. L'immigration, oui, mais l'Algérie... À un certain moment, elle pesait un peu pour ce qui est des financements occultes. Voilà, oui. Mais oui. Sinon, par rapport à la diaspora qui pourrait voter par des consignes de vote, voilà. Donc voilà, il a répondu sur une page, c'est le 15 octobre, Figaro, 15 octobre dernier. Donc, c'est-à-dire qu'on ne se trompe pas nous-mêmes, qu'on ne s'induise pas nous-mêmes en erreur en disant que c'est électoraliste, parce que je l'entends, j'entends électoraliste. Non, mais électoraliste par rapport à l'extrême droite française
qu'ils veulent un peu récupérer pour dire, ah, vous voyez, nous sommes un peu méchants avec l'Algérie maintenant, hein, et nous sommes en train de refuser les visas, et nous sommes... Immigration. C'est électoraliste dans le sens français. Hein. C'est immigration, pas forcément Algérie. Oui, sur le sujet de l'immigration, il est le sujet numéro 1. Mais l'Algérie en tant que telle, la mémoire, etc., les questions mémorielles, etc., ça, je ne pense pas qu'elles pèsent vraiment... Mais ça se saurait sinon. Voilà, exactement. Donc, gardons-nous de ces explications, de ces interprétations un petit peu trop simples. C'est connu que les Algériens ne font pas de vote groupé. Déjà qu'ils ne votent même pas. Pour la plupart. Alors que... C'est une des niches de l'abstention systématique. Tout à fait. Sinon, le tourisme, si Jamal dit, le tourisme, ce n'est pas une activité seulement. On parle de l'industrie du tourisme. Le tourisme, c'est toute une industrie. C'est un système, c'est une industrie et aussi un système, parce qu'elle est liée, ramifiée avec les autres secteurs de l'activité nationale. Absolument. Quand vous avez un pouvoir, vous l'avez dit tout à l'heure dans l'édito et après, quand vous avez un pouvoir qui crée de la tension, qui crée de l'anxiété, il n'y a pas de terrorisme, il dit qu'il y a terrorisme. Il n'y a pas de terroristes, il dit qu'il y a des terroristes, etc. Il n'arrête pas de parler. Comment vous voulez séduire les visiteurs étrangers de venir visiter un pays alors que les autorités ailleurs, dans les autres pays, ils ont des problèmes, ils ont de l'instabilité, ils ont il n'y a pas de, comment dirais-je, il y a du danger et des menaces. Ils disent il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Ils essayent d'atténuer un petit peu cette image pour attirer. Et nous, on fait le contraire. Comment vous voulez attirer les touristes? Ça, d'une part. En dehors du tourisme et les relations avec la Russie, elles pourraient connaître des développements? C'est énormissime, si Jamal Din. Si Jamal Din, c'est énormissime. Ça, c'est, je dirais, l'indignation doit être au paroxysme. La Russie qui vient à peine de poser les armes d'un massacre qui a duré 6 ans. Et ils ont massacré des centaines de milliers de Syriens. C'est les Russes en premier. C'était eux les premiers qui jetaient des barils de poudre et des barils de l'arme, là, du pétrole sur le peuple syrien. Napalm, non? Du napalm. C'est un jour de napalm. Oui. C'est un jour de napalm, c'est des barils. Donc la Russie, le pays génocidaire depuis les années 47, il n'y a pas un pays. Et elle s'est taillée un costume, la Russie, de rempart contre la barbarie islamiste en Syrie. Ah oui? Ah bon, d'accord, oui, ça se saurait. Encore, ça se saurait. Parce que du jour au lendemain, les bacharistes ont exposé des vidéos d'islamistes qui égorgeaient, qui flagellaient. C'est vrai que Daesh, ils leur ont facilité la tâche. Daesh, ils leur ont que ce soit eux qui l'ont créé. Oui, c'est sûr, en partie. Mais le peuple, je parle des populations que nous côtoyons depuis des années. Des familles c'est des réfugiés qui sont ici en France, dans toutes les villes. 1 million qui est parti en Allemagne, les 2 millions qui sont en Turquie, le 1 million qui est au Liban, Jordanie, etc. Il y a 6 millions de Syriens qui ont quitté la Syrie. C'est un exode. C'est un exode massif. Et qui est le premier? Bien sûr, c'est Bachar en premier, mais le deuxième, c'est grâce à l'aide, le soutien de la Russie. Et pire encore, ce que fait l'Algérie, c'est même pas la Russie en tant que telle, l'État russe, c'est une milice privée, c'est une armée privée. Des mercenaires. C'est des mercenaires. C'est des mercenaires. Comment un État comme l'Algérie, il va traiter avec des mercenaires? Les traditions du mercenariat ne sont pas si nouvelles que ça. Pour le grand Bob Denard. Je vois où tu veux. Le grand Bob Denard. Le bien français Bob Denard. Il n'était pas français, il était... Belge, comme ça, oui. Belgo-français. À telle enseigne qu'à tous les ports, il a des enfants de toutes les couleurs, des jaunes et toutes les couleurs. Mais je veux dire aussi, cette tradition participe aussi à la gestion des conflits sur un environnement géopolitique. Pour revenir juste à la priorité je voudrais orienter un peu nos téléspectateurs. En France, vous avez une institution qui fixe le cap, qui s'appelle l'Institut des hautes études de la défense nationale, qui existe depuis plus de 60 ans. Donc il y a des auditeurs là-bas qui planchent, et à chaque fois qu'il y a une nouvelle législature,
Donc la feuille de route, elle est tracée. Celle d'Emmanuel Macron a été tracée en 2017. Vous allez voir que l'adversaire principal qui en a été désigné, c'est la Turquie. Donc, haro sur la Turquie, sur tout ce qui se passe. La Turquie est présente en Libye. Absolument. Elle est présente en Libye. Donc, elle est présente en Libye par ses... ça reste quand même une puissance militaire. De par ses accointances avec Israël, de par ses accointances avec le monde occidental, même si on a un conservateur à la tête de ce pays, mais les intérêts sont exactement les mêmes que avant qu'Erdogan n'accède au pouvoir. Ça, c'est une réalité. C'est le propre des États, contrairement à nous. C'est le propre des États. Il y a voilà, donc les intérêts n'ont ni de... Il n'y a pas de morale, il n'y a, pas de couleur, il n'y a pas d'argent. Par contre, pour revenir à nos problèmes aujourd'hui, le fameux redéploiement, il n'a qu'un objectif. C'est parce que inévitablement, la contestation citoyenne des Algériens est en train de se recentrer sur un autre créneau. Les espaces de contestation ont été réduits. Ils sont plus faciles à neutraliser parce qu'il suffit juste d'exacerber les égos des uns et des autres. Ça devient Mais quand vous avez des actions qui convergent, aujourd'hui vous avez énormément de citoyens qui ont découvert l'action vers l'international. La plupart des Algériens qui sont dans la diaspora, aujourd'hui, il est admis. Alors, je vais vous dire que ça n'a pas été facile il y a 2 ans de ça, pour dire que vous avez l'Algérie est engagée à travers les traités qu'elle a ratifiés concernant les droits de l'homme. Donc, tout citoyen algérien a le droit et l'obligation, même et surtout le droit, d'aller voir les institutions, les partenaires algériens avec qui l'Algérie a contracté ces divers traités et dire que vous êtes en train de violer ces traités. À minima, ça se fait sur ce terrain-là. Ça peut se faire sur ce terrain. Il y a 2 ans, nos propres camarades nous disaient « Ah, c'est l'ingérence, c'est... » La plupart des organisations qui sont concernées par la contestation se sont engouffrées dans cette brèche, y excellent maintenant. Oui, mais comme l'a dit tout à l'heure Yahya Bonouar, ils ne savent plus quoi faire. Est-ce qu'ils ne savent plus quoi faire en termes de rééquilibrage géostratégique, ou est-ce qu'au contraire, ils savent très bien ce qu'ils font et qu'ils sont en train de changer les choses en marchant, notamment de partenaires? Est-ce qu'ils en auront la latitude et la possibilité de changer un partenaire comme la France, qui les tient en quelque sorte par la barbichette, au profit d'un autre partenaire qui les connaît très bien aussi, la Russie? C'est impossible. C'est impossible. Non, c'est impossible. Oui, Yahya? Oui, c'est impossible parce qu'on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. La Russie, c'est même pas la puissance de l'Union soviétique, et on a vu très bien tous les pays qui s'étaient accrochés à l'Union soviétique, où ils en sont maintenant avec la chute et le démembrement. Mais ce n'est pas comparable, comme vous venez de le dire. Ce n'est pas comparable. Voilà. Deuxièmement, la Russie, c'est vrai que la Russie nous vend des armes. Je pense que 90 ou 95% des armes de l'armée algérienne proviennent de Russie. Mais la Russie pourra Combien le taux 90 ou 95% des armes de l'armée algérienne sont importées de Russie. Mais la Russie pourra pas je crois que pourra pas vous aider. Je crois que c'est beaucoup plus diversifié que ça, Yahya. Parce qu'il n'y a pas que des armes, il y a des équipements, il y a des armements, des équipements militaires, des radars, des vedettes, des tanks, des avions. Je parle des armes, avions, tanks, tout ça vient de Russie, mais la Russie est un petit pays économiquement. La Russie ne pourra pas aider l'Algérie, la Russie ne pourra pas... L'Algérie, petit pays économiquement, je vous laisse la responsabilité de ce que vous venez de dire. La Russie, oui, la Russie. Oui, un petit la Russie... pays... Oui, la Russie... Oui, allez-y.
La Russie ne pourra pas aider un pays économiquement. La Russie ne pourra pas vous prêter 30, 40, 50 milliards de dollars. Elle ne les a pas elle-même. La Russie, il ne faut pas comparer entre la Russie, l'Europe et les États-Unis. C'est une puissance militaire. L'Union soviétique était également c'est une puissance nucléaire, c'est une puissance mondiale, c'est une puissance économique, Yahya. Non, du tout. C'est pas une puissance économique. C'est bien pour ça que l'Union soviétique s'est effondrée. Elle a été entraînée par les Américains dans la guerre de l'armement et la guerre des étoiles jusqu'au moment où ils n'avaient plus d'argent pour nourrir leur population. Donc voilà, ce n'est pas une puissance économique. Aujourd'hui, la Chine est une puissance économique, mais pas la Russie. La Russie ne pourra pas vous aider. Et militaire, bien sûr, la Chine a les deux. Ce que la Russie n'a pas eu ni en tant qu'Union soviétique, ni aujourd'hui en tant que Fédération de Russie. La Russie ils peuvent envoyer leurs mercenaires tuer des Syriens, comme l'a dit mon ami Nordin, tuer des Libyens, ils peuvent aller au Mali, tuer des Maliens, mais ils ne pourront jamais aider le Mali économiquement, et encore moins l'Algérie. Donc on ne peut pas comparer. Il y a 4, 5, 6, 7, 8 millions d'Algériens en France, il y a quelques milliers en Russie. Il y a ce rapport, il y a le rapport culturel entre la France et l'Algérie que la Russie ne pourra pas remplacer, et ainsi de suite. Les rapports, les liens entre la France et l'Algérie, entre la France et l'Espagne, entre la France et l'Italie, on ne les trouvera jamais avec la Russie, ni en termes humains, ni en termes économiques. La France reste le premier partenaire économique de l'Algérie, même si de temps en temps la Chine les dépasse. Mais sur le temps, ça reste la France. Le deuxième, c'est l'Italie, le troisième, c'est l'Espagne. C'est normal, ils sont en face de nous. La Russie, elle est à des milliers de kilomètres, et la Chine aussi. Donc on ne remplace pas des partenaires, on ne remplace pas son voisin. On ne peut pas changer le Maroc. Le Maroc, il est là. C'est la dictature de la géographie. La France, elle est en face de nous, l'Italie en face de nous, et le Maroc à côté de nous. La Russie, elle est loin. Et tout ça, on ne peut pas le changer parce que des vieux généraux ont décidé. Ils peuvent faire semblant, ils peuvent jouer au poker, ils peuvent faire du chantage, mais ça ne se passe pas comme ça. Ou bien, si ça se passe, ça prend des décennies et des décennies. De micro, en conclusion, sinon commentaire de ce qui a été dit. Je resterai sur le point, sur les relations franco-algériennes ou algéro-françaises. Vous savez, il y a deux concepts qu'on appelle la géopolitique et la géographie politique. Avant tout, les relations entre les pays, les relations économiques, commerciales ou autres, elles sont tout d'abord et essentiellement géographiques. La France et l'Algérie sont deux pays qui sont, je dirais, on ne peut pas les séparer. Ils sont inséparables. Le divorce comme ça, d'en faire un ennemi... Pourquoi ils seraient inséparables? Pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement 7 millions bas mots, de personnes vivant en France qui ont des relations directes avec l'Algérie. Vous en avez rien que les franco-algériens ou les algéro-français, ils sont à 4 millions sur les trois générations, qui font des allers-retours presque, je ne parle pas d'oligarchie qui font ça tous les week-ends. Nous-mêmes, nous allons 4 fois en Algérie et revenir. Il y a la langue, la culture, le passé, les relations qui sont proches, la proximité. Donc on peut pas. Le hic, je dirais, c'est que ces Algériens là-bas, et c'est ça le problème. Il a tout à fait raison, Yahya Bounoua, je suis tout à fait d'accord avec lui. Ce régime, il est un régime finissant. Il est en train de s'effondrer. Nous arrivons à la 3e étape de la trilogie de Ibn Khaldoun, Khaldounienne, qui dit on s'accapare le pouvoir par la force, on se maintient par la force, et aussi on le défend par la force, et quand on le défend par la force et uniquement par la force, qu'on s'aveugle sur le reste et on devient soi-même le fossoyeur de son régime. Quand on arrive... et on en arrive à partir aussi par la force. Par la force, mais il y a différentes forces, pas forcément la violence, si je me le dis. Je terminerai juste par dire, ce pouvoir, quand il arrive, contrairement, pour qu'on garde notre calme, notre sérénité, bien que je suis un petit peu, etc., ce pouvoir, toutes ces lois, la 87 bis, cette répression, ce langage, ces menaces, etc., c'est parce qu'il a peur. C'est parce qu'il est faible, parce qu'un pouvoir qui est fort, serein, il ne va pas
légiférer la loi 87 bis. Cette loi 47 bis, Israël. C'est un article du code pénal. Du code pénal, oui, du code pénal. Amendé de façon illégale et anticonstitutionnelle. Amendé, promulgué. Oui. Que ce soit pour sa promulgation, son amendement, les deux sont illégaux. Même Israël, de menacer de saisir les biens d'une personne, de menacer de saisir sa maison, c'est qu'il n'y a qu'un pouvoir vraiment qui est dans la panique totale pour promulguer une telle loi. Merci. En moins de 2 minutes, dernier tour de micro. Juste pour dire que la lourde responsabilité des porteurs du projet de la contestation, c'est de pouvoir se constituer en alternative et d'être reconnus comme des partenaires inévitablement. Parce que il faudra anticiper. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est assez importante. Il faut qu'il y ait une convergence. La nécessité de la convergence est une exigence historique pour les animateurs de la contestation. Le poids de cette responsabilité est à prendre au sérieux. Parce que si les signaux ne sont pas envoyés en direction de ceux qui constituent et ceux qui ont jusqu'à présent constitué les partenaires privilégiés du régime, que le régime n'est pas uniquement, parce qu'il joue là-dessus, il n'est pas le garant de la stabilité. Ce sont les citoyens et les citoyennes de ce pays qui sont les garants. Dans ce sens, vous serez là? Malheureusement, je n'y serai pas. Vos amis seront là? Oui. Nous, j'espère. J'espère. Je me permets de le faire. J'espère. J'espère qu'ils seront là, parce que le but de la rencontre de ce samedi, justement, c'est d'arriver là. Il n'y a pas de souci, cher ami Nordina Oussat. Nous, ça fait 2 ans qu'on le fait. En octobre 2020, pas toujours. On aura l'occasion d'en parler. Quand on est à la fin de l'émission, c'est dommage. Voilà. Si j'avais su, je vous aurais... J'aurais juste à dire que j'appelle aussi nos concitoyens à venir massivement le 31 octobre. Il y a une marche très importante. Et là, j'espère que tout le monde est d'accord. Oui. 31 octobre. Je pense que c'était le 1er novembre. C'est pas évident. Ça y est, c'est fini. Tout le monde est ça a d'accord. été décidé 31 octobre, dimanche, place de la République. 13h. Voilà. Très bien. Et je pense qu'aussi, cette fois-ci, l'ensemble des citoyennes et des citoyens algériens pourront commémorer l'anniversaire du 1er novembre, mais de la manière qu'il faut. Parce qu'au-delà, je pense qu'il est temps de ne plus laisser ce régime s'accaparer toute la symbolique de l'émancipation du peuple algérien. Très bien. Chahban Qassi est parmi nous pour faire une petite... Voilà, juste pour répondre. Alors désolé, d'abord j'ai fait une petite intrusion en plateau, vous m'avez vu un peu dans les coulisses en train de m'installer. La chaîne n'a rien à cacher, on vous répond. J'ai sélectionné un certain nombre de propos, d'analyses, de commentaires, de questions qu'on passe voilà, il y a une réaction qui suscite, qui demande réponse. Donc parmi ce que j'ai évoqué tout à l'heure concernant nos confrères Le Monde sur leur rapport, leur révélation que vous pouvez trouver sur leur site internet, effectivement il y a un des sujets qui est évoqué, c'est l'entraide pénale. Il faut savoir qu'Alger demande souvent, régulièrement, que Paris lui livre des opposants. Je vais en citer 2 notamment. Il y a le MAC, notamment son chef Farhat Mani, réfugié en France, il y a un mandat international. Et puis il y a le cas, c'est ce que cite cet internaute, le cas du blogueur et activiste très connu Amir DZ, où effectivement l'Algérie sollicite souvent Alger. Voilà. Et contacté par Le Monde, le ministère français de la Justice a indiqué qu'il ne souhaitait pas commenter les demandes d'entraide pénale. Voilà, donc nous n'avons aucun souci pour évoquer notamment Amir DZ ou encore... Très bien, vous avez très bien fait de le faire. Et les gens qui nous en ont fait le reproche ont très bien fait de le faire. Nous comptons sur vous justement à chaque fois de nous envoyer vos commentaires, vos questions, vos remarques, même si ne sont pas dans notre sens. Nous ferons un plaisir de vous diffuser comme nous sommes en train de le faire. Et le mot de la fin revient à Yahya Bounoir. Alors très rapidement, je joins ma voix à celle de vos invités et à des dizaines de militants
pour demander aux Algériens de la diaspora, notamment ceux qui sont à Paris, mais aussi de plus loin, de venir en masse le dimanche 31 pour célébrer l'anniversaire du 1er novembre et puis pour donner vie au Hirak et surtout pour soutenir nos compatriotes de l'intérieur qui vivent quelque chose de terrible dans les prisons, les menaces, les intimidations et ceux qui vont jusqu'à embarquer dans des barques au risque de leur vie. Ils ont besoin de nous, ils ont besoin de notre présence, ils ont besoin de nous voir et de sentir qu'on est à leur côté et qu'on ne les abandonnera pas. Donc ça, c'est un premier point. Et pour répondre à notre ami, effectivement, il y a un besoin de convergence, mais cela se passe en dehors des caméras de télévision. C'est des choses qu'il faut discuter tranquillement et sans pression. Voilà. Merci beaucoup Yahya Bonouar, merci beaucoup Boukhalifa Ben Mamar, merci beaucoup Nordin Aoussat, merci beaucoup Chahban Qassi, merci à vous chers amis de nous avoir suivis, merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont envoyé des commentaires à travers ma page Facebook. N'hésitez pas à le faire chaque jour, nous ferons un plaisir de les passer. Essayez seulement de les faire un peu courts pour que ça puisse passer plus facilement. Et nous essaierons d'en lire quelques-uns à l'avenir en direct et à les poser, à les lire à nos invités pour qu'ils puissent les commenter ou y répondre. Barakallahu fikum, bqa ala khair, bislama.